Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous. Impact des élections municipales et locales sur la gouvernance des proximités et le développement intégral de la ville de Kinshasa. Cela va être les fils conducteurs qui va guider notre entretien de ce jour dans le cadre de votre magazine Grands Enjeux. Je reçois pour vous Maître Godefroy Mouanaboitou. Merci Maître d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi, je vous remercie. Alors, vous êtes avocat, vous êtes homme de livres, du droit, des livres, et vous êtes aussi un peu acteur politique, ou beaucoup. Je suis un peu le mélange de tout ça. C'est les casquettes que je porte et ça me convient. Avocat, écrivain à mes heures perdues, acteur politique aussi, oui. Alors, notre pays vient de terminer un cycle électoral avec l'élection de gouverneurs et sénateurs. Le cycle est, je pense, maintenant bouclé. Évidemment, il va rester les conseillers urbains. C'est que pour certaines villes spécialement. Alors, un cycle électoral, c'est aussi une remise en cause, un nouvel espoir pour les électeurs et pour les élus. Est-ce bien le cas pour ce que vous savez sur notre pays? Oui, très bonne question. Déjà, je vais partir de là, en effet. Le Congo, c'est un tout. Il faut prendre le Congo comme un tout dans la mesure où ce pays, pour qu'il soit gouverné, il a été adopté en 2006 un nouvel ordre constitutionnel par référendum après que les constituants aient élaboré la constitution où les niveaux d'exercice du pouvoir de l'État ont été divisés par trois. Nous avons un pouvoir central, nous avons les institutions provinciales et nous avons les entités territoriales décentralisées. Moi, je pense que tant que ces trois niveaux d'exercice ne sont pas dotés des animateurs légitimes et élus, on ne peut pas considérer que l'État est complet et qu'il peut fonctionner en plein régime. Pour que l'État fonctionne en plein régime, il faut que tous ces trois niveaux d'exercice du pouvoir d'État soient dotés des animateurs. Là, la machine va tourner. Et je suis de ceux qui pensent que c'est la plus grosse réalisation de Tshisekedi. On peut parler de tout ce qu'il peut avoir réalisé, mais en permettant de réaliser ce rapprochement entre les gouvernants et les gouvernés à travers la dotation des ETD, les communes, les villes, des animateurs, il aura fait un pas de géant. Parce qu'on n'a jamais connu ça auparavant. C'est pour ça que je pense que, pour répondre à votre question, moi j'ai de l'espoir que, à travers les élections municipales et locales qui vont bientôt être organisées, c'est-à-dire les conseillers communaux vont élire les conseillers urbains, qui à leur tour vont élire les maires et les échevins. Les conseillers communaux vont aussi élire des bourgmestres, d'abord des membres des bureaux définitifs des différents conseils, mais aussi des bourgmestres, leurs adjoints et les conseils exécutifs municipaux. Ça va permettre de rapprocher les gouvernants des gouvernés. Vous savez, lorsque vous vous réveillez le matin, la première autorité politique que vous êtes susceptible de rencontrer, c'est votre bourgmestre. Parce qu'effectivement, il est le plus proche de vous et de votre population. Et c'était ça l'esprit et la philosophie de la Constitution de 2006 et de cet ordre constitutionnel mis en place depuis lors. Et le concrétiser, pour moi, je trouve que c'est un élément très important. Les gens ne s'en rendent peut-être pas encore compte, mais ça sera une des plus grandes réalisations de cette législature. Les communes sont plus nombreuses que les provinces et c'est vrai que les attributions sont partagées, mais il y a des attributions résiduelles qui sont reconnues ou dévolues aux communes et aux conseils municipaux.
Ça, c'est une grande réalisation dans ce Congo qui est une mosaïque de plusieurs populations. Pensez-vous que cela va donner une dynamique différente dans la gestion de la chose publique? Je pense oui. C'est vrai qu'il y a des contraintes. La première contrainte, et je pense que je la tire de l'expérience vécue, parce que nous avons commencé par instaurer, avec le découpage en 2015, je crois, de nouvelles provinces, avec des assemblées provinciales et des exécutifs provinciaux. Mais nous avons assisté à des crises interinstitutionnelles graves. C'est telle assemblée provinciale qui déchoit tel gouverneur. On a utilisé des motions de défiance et de censure comme des éléments de chantage sur les exécutifs, ce qui a créé de l'instabilité. Je ne connais aucun gouverneur, à moins que je me trompe, qui a exercé son mandat de plein pied de la première année de son élection jusqu'à la 5e. Il y avait toujours des problèmes. Il y a des gouverneurs comme au Maniema qui ont été arrêtés, ainsi de suite. Ça, c'est la crainte. Si la pratique consistera cette fois-ci à utiliser l'émotion, les censures et les défiances comme des éléments de chantage sur les gouverneurs, sur les bourgmestres et les maires de villes, je pense que cette décentralisation va avancer avec un caillou dans les pieds parce que ça sera très difficile. Ça, c'est le premier défi qu'il faut relever. C'est-à-dire aller vers l'éthique des dirigeants. Deuxième chose, c'est la question de la rétrocession. Au même titre que le pouvoir central dispose de ses attributions sur les matières de sa compétence exclusive, au même titre que les provinces disposent de leurs attributions et de leurs compétences sur les matières relevantes de leurs compétences, c'est vrai qu'il y a des matières de compétences concurrentes, au même titre les ETD disposent aussi des matières qui relèvent aussi de leurs compétences. Or, pour exécuter ces matières-là et induire ce développement qui doit partir de la base vers le sommet, ils ont besoin des moyens de leur politique. Donc, lorsque le pouvoir central va rétrocéder aux provinces, les provinces sont aussi censées rétrocéder aux entités territoriales décentralisées, c'est-à-dire aux communes et aux territoires, ainsi de suite. Si ce cycle de rétrocession est respecté, bon c'est vrai on parle de retenue à la source, même dans la retenue à la source, il y a des parts qui doivent revenir aux entités territoriales décentralisées. Si cela est respecté, je pense que le développement du Congo peut commencer à être envisagé. Mais si ce n'est pas fait, j'espère qu'on ira de crise en crise et les bourgmestres, ils vont se réduire à leur rôle administratif pour aller célébrer des mariages et puis basta, c'est fini. Or, avec l'ordre constitutionnel de 2006, les bourgmestres, ce ne sont pas que des autorités administratives, c'est des entités politiques, c'est des exécutifs où vous avez un bourgmestre adjoint, un conseil exécutif, un budget qui est voté par une chambre et une chambre qui contrôle cet exécutif. C'est tout, comment dire ça? C'est tout un système, un microsystème politique similaire au système de la province et au système du pouvoir central entre le gouvernement et l'Assemblée nationale et le Sénat. Ah ben, vous avez évoqué carrément une double gageure en ce qui concerne l'éthique et la rétrocession. S'agissant de l'éthique, vous êtes sans savoir que les dernières élections des gouverneurs et des sénateurs ont été tellement décriées, on a parlé de tellement de corruption, mais imaginez-vous que ce sont les deux élus majeurs des provinces, parce que les sénateurs, à la différence du député national, les sénateurs représentent sa province. Le député national, il est élu dans sa province, mais il peut représenter l'ensemble du pays. Il peut porter les dossiers de l'ensemble du pays. Et pareil pour les gouverneurs. Or, on a vu ce qui s'est passé avec l'élection des gouverneurs et sénateurs. Pensez-vous que ceux-là qui vont avoir à administrer les bourgmestres, les échevins, les conseillers, et étant devenus ce qu'ils sont par les moyens par lesquels ils sont passés, ils vont vouloir changer un jeu qui leur a aussi bien servi? Oui, alors, je vous ai parlé des pouvoirs d'État ici, je vous ai parlé des chambres, je vous ai parlé des exécutifs.
Il y a aussi le pouvoir judiciaire, il ne faut pas l'oublier. Et je crois, c'est vrai que le mal est encore profond, on est encore loin de sortir de l'auberge, mais on lit quand même, avec l'avènement de Tshisekedi au sommet de l'État, c'est vrai qu'il y a encore des choses à corriger, mais on lit une certaine volonté de permettre à la justice, cette fois-ci, de désacraliser les animateurs des institutions qui baignent dans la corruption et dans des magouilles. Mais maître, sans vous interrompre, est-ce que vous n'avez pas écouté cette opinion qui pense que justement le régime de Tshisekedi a mis la justice à sa botte? Non. En tout cas, je ne suis pas dans les deux extrêmes. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la justice est réellement indépendante et que nous avons fait un bond de géant. Je ne suis pas non plus de ceux qui pensent que la justice est caporalisée par le système de Tshisekedi. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a un certain nombre d'avancées qui sont imparfaites, certes. Mais aujourd'hui, on peut comprendre que la justice se permet quand même de toucher aux nantis du régime, de réprimer un certain nombre d'actes et des crimes qui se produisent, mais cela peut s'améliorer. Pour revenir à votre question, c'est que les élections actuellement, avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est pratiquement en temps réel que ça se déroule. Les événements, les actes qui entourent le processus électoral, c'est en temps réel et les images, les éléments factuels, les éléments de preuve sont accessibles. Je crois que c'est un des bienfaits aussi des nouvelles technologies de l'information. Et aujourd'hui, ces élections-là vont être couvertes par les médias. Vous êtes le quatrième pouvoir. Les couvertures médiatiques, l'action du pouvoir judiciaire, ça va permettre à ce qu'on évite effectivement que les animateurs de ces institutions puissent baigner dans la corruption pour ne pas élire les personnes qui méritent au niveau de ces postes. Moi, j'y crois. C'est un peu une question, c'est une sorte de profession de foi pour moi, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Ben justement, ça va me permettre de faire une bonne liaison s'agissant de notre thème qui est l'impact sur les élections municipales et évidemment sur le développement intégral de la ville de Kinshasa, parlant de la corruption. Vous savez, l'élection du gouverneur Daniel Bumba a pour certains été entachée d'irrégularités, notamment ces véhicules dont du gouverneur aux élus, bon, évidemment, qui ont été assumés par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, comme étant un don de sa part. Bon, mais je pense que on n'est pas loin d'imaginer la vérité ou la réalité. Pensez-vous que nous soyons partis sur des bonnes bases aussi en ce qui concerne Kinshasa? Ouais, très bonne question encore, c'est d'actualité. Mais j'aimerais garder ma réserve en tant qu'avocat sur cette question, dans la mesure où c'est une affaire qui a défrayé la chronique. Sûrement, les autorités judiciaires peuvent avoir été déjà saisies de cette question. C'est vrai, il y a des prises de position politiques de la part de l'UDPS, de la part de ces élus qui sont accusés d'avoir touché des pots de vin à travers les véhicules et tout le reste. Est-ce qu'on peut qualifier cela comme corruption? Je pense que c'est à la justice qu'il revient de se prononcer sur ce genre de questions. Et puis, il y a un principe... Est-ce que la loi est muette là-dessus? Si, la loi est claire. Mais il y a un principe actor incombit probatio qui veut que c'est la personne qui allègue les faits d'en apporter des preuves. Donc, s'il y a des éléments probants attestant qu'effectivement un parti politique, lequel soit-il, ça peut être l'UDP, ça peut être Ensemble, ça peut être PUR, ça peut être n'importe quel parti politique, qui atteste qu'il y a eu ces dons qui ont été donnés in tempore suspectu, en temps suspect, pendant les élections pour gratifier les députés, et que cela aurait influencé leur choix, il revient à la justice. La justice peut se saisir d'office, les parquets peuvent se saisir d'office, ouvrir
un rôle d'information ou un rôle RMP et tout le reste, et inviter les personnes concernées, leur poser des questions pour éclairer la lanterne. Mais à ce stade, moi je ne pense pas être vraiment en bonne posture pour qualifier les faits, tant que moi-même je n'ai pas des éléments probants pour attester ce que je vais affirmer quand même sur la place publique. Alors, parlons du développement intégral de la ville de Kinshasa, qui nous tient tous à cœur, y compris le reste du pays. Alors, pour ce qui concerne la ville de Kinshasa, quels seraient, à votre avis, les préalables à ces développements intégral après ces élections, quand on a l'impression que dans la ville de Kinshasa, on a tout essayé. On a tout essayé. C'est une question complexe qui, moi-même, j'ai du mal à me déplacer d'un point A vers un point B dans la ville de Kinshasa. Toutes les routes sont foutues, toutes. En tout cas, à quelques exceptions près, la ville de Kinshasa, c'est quasiment devenu invivable. Invivable. Partir d'un point A vers un point B, c'est tout un parcours de combattants. Non seulement vous avez des nids de poules partout, vous avez des routes cassées partout, que ce soit à Willery, que ce soit à Kabambaré, partout, même à Gombe, c'est la même chose. La question de l'insécurité, vous avez des koulouna partout. Vous ne pouvez pas rentrer tranquille chez vous à 23h minuit. Pourtant, dans une ville normale, vous pouvez bouger, même jusqu'au lendemain, jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Cette question-là, la question de la vie chère, la question des embouteillages. Si vous accumulez toutes ces problématiques-là, vous avez un enfer ici à Kinshasa. Les défis sont là, ils sont énormes. Et malheureusement, et ça j'assume, les autorités qui ont précédé celles qui viennent d'être élues à la tête de Kinshasa ne nous ont pas facilité la tâche. Le bilan de l'exécutif sortant de Kinshasa, il est catastrophique. Même de l'organe délibérant de Kinshasa. Les cycles électoraux se déroulent, on change les acteurs. Les nouveaux acteurs, moi, je leur accorde le bénéfice du doute. Je dis, ils n'ont pas encore commencé, il faut attendre l'ordonnance du président de la République portant investiture de gouverneur. Il faut après qu'ils aillent présenter le gouverneur, le vice-gouverneur et les membres du gouvernement qui sera certainement formé, qu'ils aillent présenter leur programme au niveau de l'Assemblée provinciale, que cela soit adopté, qu'ils se mettent au travail. Là, on va les juger sur les résultats. Mais actuellement, je leur prête les bénéfices du doute, mais la vérité et la réalité, c'est que la vie de Kinshasa, c'est quasiment un enfer invivable, de tout point de vue. Infrastructurel, sécuritaire, socio-économique. Rien ne marche. Vous ne me citez aucun secteur où vous avez envie de rester à Kinshasa et d'y mener votre vie. Aucun. Essayez d'entreprendre à Kinshasa. Vous avez des taxes qui vous tombent par-dessus la tête le même jour ou le lendemain. Essayez de circuler à Kinshasa, je viens de vous le dire. C'est la pagaille. Essayez de, comment dire ça, de vivre d'un point de vue social à Kinshasa. Même Internet, l'accès à Internet est problématique. Non seulement c'est cher, mais c'est de très mauvaise qualité et rien ne marche. Donc les défis sont là, ils sont énormes, mais je prête le bénéfice du doute aux autorités exécutives qui viennent d'être élues à Kinshasa, une assemblée provinciale qui existe, un exécutif formé d'un gouverneur élu que je salue, que je félicite en passant, il est de l'UDPS, son adjoint et le gouvernement qu'ils vont former. Une fois qu'ils vont présenter leur programme, nous allons devoir les juger sur les résultats. Les juger maintenant, ça me paraît prématuré. Oh, bien sûr. Mais il n'empêche que nous pouvons apprécier le contexte
est-ce qu'il y aura un changement de paradigme entre l'exécutif sortant, y compris les législatifs sortants, avec ceux qui viennent d'arriver? Pensez-vous qu'il y aura un environnement différent qui va les stimuler à se sublimer? Parce que l'un de fait l'une des pressions majeures dans la politique, c'est la redevabilité des acteurs politiques par rapport à leur population. Mais lorsque ces élus sont taxés des corrupteurs ou corrompus, pensez-vous qu'ils vont devoir avoir des comptes à rendre aux citoyens? Ça, c'est une question. L'autre, c'est, parlant toujours du paradigme ou du contexte de travail, il a été fait état d'une forme de parrainage ou de collusion entre l'exécutif provincial et parfois la haute sphère politique, qui aurait transformé l'exécutif provincial en une sorte de sanctuaire intouchable. Et pour terminer, parlant de parlant des frais, c'est vrai, nous avons évoqué ici ce qui concerne les entités territoriales décentralisées. Est-ce que Kinshasa recevait aussi dans la même proportion ce qui devrait lui revenir? Parce que si cette rétrocession n'est pas toujours en temps utile, on aura un nouvel exécutif qui aura le même problème. Et donc, je me disais, si on ne peut pas juger ceux qui viennent d'arriver, mais au moins, est-ce que les cadres de travail a-t-il changé? Parce que dans ce même cadre de travail, on y mettrait peut-être, je ne veux pas être l'avocat du diable, on mettrait Jésus-Christ, qu'il aurait aussi des soucis. Oui, vous avez parfaitement raison. Très bonne question, très bonne problématique. J'y réfléchis d'ailleurs. Je pense qu'il faut... Ce n'est pas que Kinshasa. Oui, déjà. Le maniement, c'est la Tchopo, c'est le Bazouélé, c'est le Haut-Ouélé, c'est le Congo central. Je pense qu'il nous faut des états généraux de la décentralisation. Je pense. C'est vrai que notre constitution a prévu un espace, un cadre d'échange qui s'appelle la conférence des gouverneurs, où les animateurs de ces institutions se retrouvent, discutent, adoptent un certain nombre de résolutions et de recommandations, mais qui ne sont souvent pas suivies des faits et d'application. Je me souviens, la dernière conférence des gouverneurs qui s'est tenue en Mbandaka, j'y étais, j'étais un des experts pour la province de la Tchopo. J'ai vu des recommandations, j'ai relu les recommandations de la conférence précédente, ce sont les mêmes, c'était les mêmes. J'ai relu encore les recommandations de la précédente, c'était encore les mêmes. Je me suis dit, ben écoute, pourquoi on vient gaspiller, dilapider l'argent du trésor public pour adopter les mêmes recommandations et revenir encore demain avec les mêmes problèmes et les mêmes solutions? Il y a beaucoup de soucis et ça c'est normal en fait. C'est pas comme si le Congo a toujours été un État décentralisé. Non, c'est pas ça. C'est un processus qui a été entamé avec l'adoption de la Constitution de 2006. Donc on peut y aller par essai-erreur, mais à condition de comprendre là où il y a des problèmes et de se réunir et de résoudre cela. La question d'abord des rapports entre les exécutifs et les chambres au niveau des provinces, c'est un souci majeur. L'instabilité institutionnelle. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut arriver à voter un moratoire selon lequel, lorsqu'un chef de l'exécutif est élu, un gouverneur, un bourgmestre, un maire de ville, il fait adopter son programme, on lui laisse 2 ans, sans qu'une motion ne soit adoptée. Comment vous voulez adopter un projet de société par faire adopter un programme par une chambre
Et moins d'une année, moins de 12 mois, déjà, ils commencent à vous poser des questions et à mettre en cause votre légitimité. Vous connaissez les motivations. Au risque de tomber. Les motivations, c'est souvent dans le ventre. Oui, absolument. On brandit donc l'émotion de censure et l'émotion de défiance comme des épées de Damoclès sur la tête des gouverneurs. Si vous ne donnez pas, on vous coupe la tête et vous partez. Voilà. On a connu ça. Tchopo, Maniema, Nord, Kivu Sud, Kivu pareil, Kasaï Central, partout. Ça, c'est une question qu'il faut réglementer. Je pense que c'est ceux qui sont élus, ceux qui ont été élus députés, les réformes législatives qu'il faut initier sont celles-là. Vous voulez une stabilité institutionnelle, mais commencez à comprendre d'où viennent les problèmes, essayez de les réglementer, légiférer là-dessus, c'est du domaine de la loi. La deuxième question, c'est les nerfs de la guerre, la question financière. Combien Kinshasa rétrocède aux provinces? Déjà, la loi ne parlait même pas de rétrocession. Kinshasa, vous voulez parler du pouvoir central, oui, bien sûr. La loi ne parle même pas de rétrocession. C'est un concept que nous avons inventé ici. La loi parle de la retenue à la source de 40% des recettes à caractère national qu'on tire au niveau des provinces. On nous a habitués ici qu'il faut une rétrocession et tout le reste. Mais en réalité, ça devait être retenu à la source. Combien Kinshasa rétrocède? Sous quelle périodicité? Qu'est-ce que les provinces en font? Qui en assure le contrôle? Qu'est-ce que les provinces rétrocèdent aux communes? C'est vrai que bon, on était dans un régime du pouvoir centralisé parce que le régime de la loi de, je pense, 97, c'est celle qui s'appliquait pour les villes et les communes en attendant l'installation effective des conseils municipaux et des conseils de ville. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous donnez à ce maire de ville pour qu'il fasse ne serait-ce que qu'il assure la salubrité de son endroit de vie, de son entité? Qu'est-ce qu'il en fait? Quelles sont ses charges? Comment vous le contrôlez? La traçabilité des dépenses et tout cela doit être fait. De ce côté-là aussi, il faut un assainissement pour qu'on résolve tous les problèmes. Et puis après, je crois que si ces problèmes-là sont résolus, vous avez évoqué beaucoup de soucis ici, des autorités politiques qui prennent un peu en otage certains animateurs des entités, les jeux politiques qui rentrent, les systèmes, le cadre en lui-même qui est problématique. Mais il faut y travailler. C'est pour ça que moi je pense que la solution ultime serait d'organiser les états généraux de la décentralisation, où tous les acteurs, ça veut dire le président de la République, ça existe, c'est ça la conférence des gouverneurs. Et malheureusement, la conférence des gouverneurs n'a pas produit les effets escomptés. Les objectifs pour lesquels elle a été mise en place en 2006 par le constituant n'ont pas été atteints. Maître, mais... Même la Caisse nationale de péréquation. Je voudrais vous prendre au mot. C'est vrai qu'on parle Kinshasa, mais s'agissant de cette question, c'est vrai qu'elle se pose de manière générale pour l'ensemble des entités territoriales décentralisées. Est-ce que, pour ne pas parler de l'actualité, pensez-vous qu'il faille changer la Constitution? Vous me mettez des patates chaudes dans la bouche. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on peut changer des voitures avant de l'avoir utilisée déjà. Ah, mais l'État congolais, ça fait quoi 2006 non, à ce jour. L'État congolais n'a jamais... Dans 2 ans, ça va faire 20 ans. Ce n'est pas question de nombre d'années. L'État congolais n'a jamais fonctionné sous plein régime. On n'a jamais eu de bourgmestres de communes. On n'a jamais eu de maires élus. Donc on était dans une incomplétude. Parce que moi, je prête toujours la bonne foi aux constituants, parce que nous avons aussi adopté cette constitution par référendum. Ils ont voulu que l'État fonctionne sur base du pouvoir central, des institutions provinciales et des entités territoriales décentralisées. Tant que les trois ne sont pas effectifs, moi je pense que cette constitution, on ne peut rien attendre d'elle. Il faut d'abord que tous les animateurs soient installés. Ils fonctionnent, on peut évaluer comment ils fonctionnent. Déjà, vous n'avez jamais organisé des élections municipales, vous n'avez jamais eu des chambres. Comment vous voulez juger d'une constitution que vous n'avez même pas encore réussi à appliquer? Mais intégralement. Qui peut le plus, peut le moins. On a vu, concernant les macro-organismes, comment ça marche. Mais même le chef de l'État lui-même, il se plaint du fait que
il ne s'est pas formé son gouvernement parce que dans l'entretemps, l'Assemblée nationale n'a pas encore son bureau définitif, et patati patata. Mais si déjà à ce niveau-là, ça pose problème, ça coince, croyez-vous que les institutions locales seraient une solution à quel problème? Oui, ça serait une solution, ça serait un début de solution. Vous pensez vraiment, vous pensez vraiment que les problèmes du Congo actuels sont des problèmes juridiques, d'ordre constitutionnel? Vous pensez vraiment? On peut prendre n'importe quelle constitution du monde, on la transpose sur le Congo, elle ne va pas marcher. Ce n'est pas une question de constitution, on peut en changer comme on veut. Oui, on a eu une constitution de Loulouabou, on a eu des constitutions, on a eu des actes constitutionnels, on a eu la constitution de la transition où toute la classe politique, tous les belligérants se sont assis. Il y a eu un problème de quête d'équilibre entre les unitaristes et les fédéralistes. On a trouvé une forme de l'État hybride, où il y a des traits du fédéralisme et des traits de l'unitarisme. Ça nous donne ce régionalisme constitutionnel que nous appliquons. Ça a été décidé il n'y a pas longtemps. C'est en 2006. Vous pensez que c'est loin? C'est pas loin. C'est pas loin. On est en train d'essayer de l'appliquer, cette constitution. On est en train de mettre en place des organes et des institutions. On n'a pas encore fini. Et vous pensez que c'est ça le problème? La constitution est là, mais respectez-la. Appliquez ces dispositions. Nous nous sommes battus à un moment pour le respect de cette constitution. Entre 2015 et 2017, nous avons fait la prison dans notre mouvement à la Lucha pour le respect de cette constitution. M. Kabila, des tristes mémoires, s'en est allé parce qu'on l'a forcé à partir. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont levés pour le respect de cette constitution. Et aujourd'hui, ouvrir ce débat-là, c'est un peu essayer comment dire ça, de remettre un peu le couteau sur la plaie des gens. Ce dont nous avons besoin actuellement, c'est que les mécanismes prévus dans cette constitution soient respectés. Nous n'estimons pas que le problème du Congo aujourd'hui naisse du fait que le Congo a une mauvaise constitution. C'est faux. C'est parmi les meilleures constitutions qui, en tout cas, qui coïncident, qui concordent avec la nature du Congo, qui a un État, mais qui est diversifié. Il faut donner plus de pouvoir à des entités. S'il y a des choses qu'il faut changer, si c'est des choses qui sont changeables, il faut les changer. Maître, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, en fait, vous l'avez dit, le problème pour le Congo, c'est pas la Constitution. Ce ne sont pas les textes, oui, mais c'est peut-être les personnes qui appliquent ces textes-là qui posent problème. Exactement. Mais alors, comment est-ce que vous allez changer ces personnes ou la pratique dans la mise en œuvre de textes? Je voudrais ici vous démontrer, vous présenter un cas patent de la manière dont des dispositions ont été contournées. Les gens n'ont pas violé la loi, par exemple, mais ça pose quand même un sérieux problème d'éthique. Lorsque vous êtes candidat, vous êtes élu, et votre premier suppléant, c'est votre épouse. La question du cumul des mandats. Non seulement les cumuls de mandats. C'est une question de cumul de mandats. Ça, c'est des cumuls de mandats et aussi de népotisme. Oui, exact. Je suis contre. Moi, je suis contre le fait que quelqu'un se présente aux élections et que le suppléant pour ce siège-là soit son membre de famille. Je pense que c'est... Et la loi ne l'interdit pas. J'ai dit, je sais. Moi, j'ai réfléchi ici, de lègue référenda, comme on dit. Les députés actuels, les élus, doivent réfléchir sur cette question. On peut mettre une entorse. On dit, une incise à la loi. Ah. Les choix des suppléants, on les conditionne en excluant. Encore que notre système... Il faut réformer la loi. Il faut la Constitution ou la loi. Pas la Constitution. La loi électorale. Oui, il faut y toucher. Vous pouvez nommer, désigner un suppléant, mais on va regarder les liens de parenté que vous pouvez avoir avec ces suppléants. S'il y a des liens patents, eh bien, ça ne passe pas. Et puis la deuxième question, c'est la question du cumul. Comment imaginer? C'est d'ailleurs contradictoire que quelqu'un soit élu pour représenter d'abord son peuple dans une assemblée provinciale. Lorsque le peuple vous élit, vous vote, c'est pour que vous partiez là-bas, traiter des questions qui concernent les attributions et les compétences de la province. Vous vous faites encore élire sénateur. Ça veut dire la province a besoin de personnes pour la représenter au niveau du pouvoir central.
Vous êtes déjà là, mais vous faites encore choisir pour représenter cette province-là au pouvoir central, au Sénat. Et puis après, vous revenez encore vers les mêmes députés provinciaux. Ils vous élisent maintenant pour être chef de l'exécutif de cette même province. Il y a de la cohérence. Mais il n'y en a pas de la cohérence. À moins que vous ayez l'ubiquité, la possibilité d'être partout en même temps. Il n'y a que Dieu qui peut avoir l'ubiquité. Non, mais ça veut dire que... Ces genres de questions peuvent faire l'objet de réformes législatives importantes que nos députés et nos sénateurs peuvent initier au niveau des chambres. C'est choquant. C'est choquant, encore que ce ne sont souvent pas des cadres qui ont milité et mouillé les maillots dans les partis politiques, qui sont suppléants de ces personnes-là. Mais c'est des membres de famille qui n'ont rien à voir avec la politique. Et souvent, ces gens-là, lorsqu'on vous désigne comme suppléant, dans vos émoluments-là, vous rétrocédez à la personne qui vous a désigné pour être là. C'est pratiquement très sale, ça sent mauvais. Ben voilà. Et dans le même ordre d'idées, un expert de la question électorale, pour ne pas les citer, Carlos Mopili, maître Carlos Mopili, sur notre antenne, proposait, par exemple, s'agissant des suppléants, parce que là, c'est les schémas au niveau provincial, en fait. Mais vous avez l'autre schéma qui est un candidat qui est candidat député national et député provincial. Et il a pour suppléant au niveau de la députation provinciale son frère ou sa sœur. Il passe sur les deux niveaux et donc décide de se retirer de la députation provinciale pour garder son poste au niveau national. Au niveau national, il a encore sa sœur, sa femme ou que sais-je comme premier suppléant. Et tous les députés, tous les élus nationaux, tous les députés aujourd'hui n'ont qu'une envie, aller au gouvernement. Donc il va laisser son poste de député national pour aller au gouvernement, en ayant laissé sur le chemin, en ayant essaimé comme des graines les membres de sa famille. Alors discutons de cet aspect qui pose un problème de morale. Carlos Mopili, sur notre antenne, a proposé que l'élection étant sur une liste, pourquoi est-ce que on ne prendrait pas les meilleurs... Qui en ordre utile. Voilà, les meilleurs perdants. Exact. Oui, les meilleurs perdants de la liste. Je pense que ça existe dans certains... Ça a existé. Dans certains systèmes. Ça a existé même chez nous, ça a été changé simplement. Oui, ça veut dire... Je me demande pourquoi déjà un député a un suppléant. Pour entrer vraiment dans le fond des choses. Oui. Avec notre système de liste, un député n'a pas de suppléant. Il ne doit pas avoir de suppléants parce que vous êtes 5 pour 5 sièges. Si vous passez, vous prenez les sièges. Ce sont les voix de vos colistiers qui ont fait à ce que vous atteigniez le nombre de voix utiles pour qu'on vous proclame. Oui. C'est logique qu'au cas où vous êtes indisponible, celui qui venait en deuxième position en ordre utile vous remplace. Exact. On n'a pas besoin de suppléants, logiquement. Ouais. Donc, c'est des réformes comme ça, des réflexions comme ça, que nos élus doivent amener. Ils ne vont pas aller au Parlement simplement pour chauffer les bancs. Il faut réfléchir. Pourquoi il y a des suppléants? Premier suppléant, deuxième suppléant. Mais monsieur, il est sur une liste de 5. Il était premier, c'est pour ça qu'il a gagné ses sièges. Le deuxième, il est connu, vous avez les résultats. Le troisième, il est là. S'il est indisponible, il devient ministre. Le deuxième, il prend le siège. Exact. Ce qui peut permettre au perdant, au premier meilleur perdant, deuxième, ainsi de suite. Et le choix devient objectif parce Oui. que le choix ne se fait pas en fonction des humeurs des candidats, mais en fonction des résultats sur le terrain. Celui qui est venu en ordre utile deuxième, qui qu'il soit, ton oncle ou pas, mais on sait qu'il a été élu par 3000 personnes. S'il occupe ce siège-là, c'est justice, c'est équitable. Tout à fait. Voilà des réflexions comme ça, des projets de loi qui peuvent aider les députés à changer des choses. Sinon, il y a beaucoup d'iniquité et d'injustice et on décrit ça. La question du cumul des mandats, c'est une question importante. Et dans une société comme la nôtre, où les gens vivent avec moins d'$1 par jour, vous comprenez combien de fois ça frustre. Tout à fait. Que vous ayez 4 sièges vous-même et que vous alignez vos membres de famille. Vous imaginez le niveau de frustration que ça crée, alors que vous êtes dans un parti politique où il y a votre secrétaire général, il y a votre secrétaire permanent et tout le reste qui ont mouillé les maillots pour vous. Peut-être
peut-être que vous avez gagné votre siège, mais celui qui est venu en deuxième position, vous ne l'avez dépassé qu'avec 300 voix. Et il voit votre suppléant, votre oncle, quand vous êtes ministre, c'est celui qui devient député. Pourtant, lui, il a contribué pour que dans la comptabilisation de vos voix, vous puissiez gagner ces sièges-là. Les niveaux de frustration. Ce qui fait que les partis politiques finissent par se disloquer très souvent et ça devient des sortes d'églises où il y a une autorité morale, il a ses membres là-bas et tout. Mais par conviction comme ça, comment vous allez fidéliser les gens, que vous ayez comment dire ça, un groupe de gens intelligents, engagés, qui se battent comme par exemple dans l'ANC ou dans d'autres partis politiques pour que vous avanciez. Si on sait que bon, Tozo Memele Karaba siège. Dès qu'on lui donne le siège, on sait que c'est son oncle qui sera son suppléant. Vous le savez déjà en allant déposer la candidature à la CENI. Comment vous l'appuyez? Voilà les trahisons. Voilà les vagabondages politiques. Voilà la transhumance politique. D'où ça vient? Voilà. On va terminer quand même par votre agenda pour Kinshasa. Les nouveaux gestionnaires de la ville vont venir aux affaires dans pas longtemps, enfin ils sont déjà élus. Et si vous devez leur proposer un agenda, les choses par lesquelles commencer, ce serait quoi pour terminer? Oui, merci beaucoup. Déjà, moi-même, je me porte candidat bourgmestre pour la commune de Limete. Ah bon? Je pense que demain, je vais déjà déposer ma candidature parce que la date limite, c'est le 9. J'ai constitué un ticket d'indépendant. S'il y a quelque chose que je peux apporter à l'exécutif provincial de Kinshasa, c'est parce que l'autorité de tutelle de tous les bourgmestres, c'est les gouverneurs de la ville. Donc c'est de me porter candidat pour appuyer le travail qu'ils vont être en train de faire sur le terrain. C'est mieux. S'il faut que je donne des conseils, bon, je ne pense pas que ça sera intéressant. La meilleure façon, c'est de mouiller le maillot, de rentrer au niveau de ma base, de ma circonscription électorale qui est limitée, essayer de travailler, de donner le meilleur de moi-même avec ma colistière qui est une femme d'ailleurs, de manière à ce qu'on puisse contribuer à donner quelque chose de nouveau. Il faut une énergie nouvelle, il faut des idées nouvelles. Vous avez essayé quelque chose, ça n'a pas marché, essayez autre chose. Essayez les jeunes, collaborez avec eux, nous avons des idées, nous avons de l'expérience. Nous finissions les études lorsque cette constitution a été adoptée, nous l'avons étudiée. Peut-être que nous la comprenons mieux que certains qui nous ont précédés. Ce n'est pas insultant, mais c'est vrai. C'est maintenant un moment où il faut travailler avec les jeunes. Donc ce que je peux apporter comme contribution aux nouveaux animateurs de la ville-province de Kinshasa, c'est exactement ma candidature pour venir travailler avec eux et appliquer les programmes du chef de l'État pour qu'on essaye de développer notre pays parce que le Congo nous appartient à tous. Je vous souhaite bonne chance, maître Godefroy Mwanabwato. Merci, monsieur John. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. À très bientôt. Au revoir.